Une brillante analyste de Wall Street a disparu. Personne ne répond. Elle semble s'être volatilisée. Je me suis sentie trahie, c'est évident. Le dernier homme qu'elle a vu a lui aussi disparu. Tout le monde s'est demandé, est-ce qu'ils sont ensemble? Ont-ils été victimes d'une sombre farce? J'étais sûr qu'elle allait finir par donner des nouvelles. Mais rien. C'est stressant d'enquêter en caméra cachée. On ne sait jamais ce qui peut arriver. C'était atroce. Je m'étais refusé à imaginer le pire, et finalement, le pire était arrivé. On a tous senti cette odeur. Pour Vanity Fair, le journaliste Brian Burrow a mené l'enquête. Son récit a été publié dans les pages du magazine sous le titre « Cauchemar à Elwood Avenue ». Le voici en images. New York, capitale mondiale de la finance. C'est ici que Maria Cruz, 35 ans, exerce ses talents d'analyste au sein d'une grande firme. Ses collègues ont pour elle la plus grande estime. Aussi remarque-t-il immédiatement son absence quand elle ne se présente pas au travail un matin. Maria n'est pas à son bureau, or Maria est toujours à son bureau. En général, elle arrive même avant tout le monde. Est-ce qu'elle a appelé? Non. Est-ce que quelqu'un a des nouvelles? Non. Est-ce qu'elle a envoyé un email? Non. Le lendemain matin, toujours pas de Maria et toujours pas de nouvelles. 24 heures passent et là, ses collègues les plus proches décident de prendre les devants. Ils ont son adresse, donc ils s'y rendent. Devant sa porte, ils trouvent une pile de journaux financiers. À l'évidence, Maria n'est pas chez elle. Personne ne répond. Elle semble s'être volatilisée. Les collègues de la jeune femme ont un mauvais pressentiment. Ils décident alors de prévenir son oncle, qui vit dans le Queens, et qui signale aussitôt sa disparition à la police de New York. Sa famille était très inquiète. Ça n'était pas du tout dans ses habitudes. Elle ne partait jamais sans prévenir ses parents restés aux Philippines ou ses proches installés aux États-Unis. La police entreprend alors de fouiller l'appartement qu'elle occupe à Manhattan. Tout était parfaitement en ordre. Il n'y avait absolument rien d'anormal. Aucune trace de drogue ni d'alcool. On avait l'impression qu'elle avait pris son manteau et qu'elle avait refermé doucement la porte derrière elle avant de disparaître. Des milliers de personnes disparaissent chaque année à Manhattan. La plupart du temps, c'est juste des fugues. La police rassure donc la famille. Une semaine passe et rien. Toujours pas de Maria. Ses proches commencent alors à placarder sa photo un peu partout. Une nouvelle semaine passe et toujours pas de nouvelles. Et étonnamment, toujours pas la moindre piste. Maria s'est volatilisée, littéralement. Ses proches passaient régulièrement au commissariat. Ils étaient dans tous leurs états. Et ses parents sont venus exprès des Philippines pour nous apporter leur aide. La disparition soudaine de Maria est un choc pour toute sa famille. Benjamin, d'une fratrie de 5 enfants, elle fait la fierté des siens. Du haut de son 1,49 m, elle a toujours dirigé sa vie et sa carrière avec brio. Le parcours de Maria Cruz est assez remarquable. Elle a décroché son bac aux Philippines, puis elle a immigré aux États-Unis, obtenu un MBA à Fordham, et au moment des faits, elle occupait un gros poste. Elle avait bien réussi. La dernière fois que Maria Cruz a été vue, c'était 2 semaines plus tôt, vers midi, le dimanche des Rameaux. On a pu établir qu'elle était allée à l'église le matin du jour de sa disparition. Puis, grâce à ses relevés de carte bleue, on sait qu'elle a ensuite fait des achats dans Lower Manhattan. Ces images, enregistrées par une caméra de surveillance, révèlent qu'elle est également passée à son bureau. Et à partir de là, on perd sa trace. Du côté de la police, on pensait qu'elle s'était enfuie avec un amoureux et qu'elle devait être en train de roucouler sur une plage des Bahamas.
Ils ont donc décidé d'attendre. Longtemps, en l'occurrence. Très longtemps. Il y a toujours un moment dans une enquête où vous vous retrouvez dans l'impasse. J'étais sûr néanmoins que Maria Cruz allait finir par donner des nouvelles, comme elle en avait l'habitude. Mais rien. Et oui, c'était frustrant. Début octobre, soit plus de 5 mois après la disparition de la jeune analyste, un mandat est finalement délivré aux enquêteurs, les autorisant à fouiller son ordinateur. On a consulté la boîte mail de Maria et on a découvert que le jour de sa disparition, elle avait un rendez-vous médical avec un certain Dean Faiello. On a donc fait des recherches sur lui et il s'est avéré qu'il avait quitté le pays dans le plus grand secret. Ça fait donc 2 personnes qui avaient disparu. Forcément, tout le monde s'est demandé, est-ce qu'ils sont ensemble? Qu'est-ce qui s'est passé? La police a alors commencé à enquêter sur Dean Faiello. Ils ont découvert qu'il avait grandi dans le New Jersey, que c'était un beau gosse d'origine italienne, à la peau mate, avec un regard de braise, la coqueluche de toutes les filles du lycée. Ils ont appris également qu'après ses études, il avait commencé à travailler dans le bâtiment et enfin, qu'il était gay. Il y a donc peu de chances pour que Dean et Maria soient amants. Mais alors comment se fait-il qu'ils aient tous les deux disparu? Quel lien Maria Cruz, la jeune cadre dynamique de Wall Street, entretient-elle avec Dean Faiello, l'ancien ouvrier en bâtiment? Dean Faiello a découvert les boîtes de nuit gays de Manhattan vers le milieu des années 80, au moment de la grande euphorie, juste avant que le sida ne commence à faire des ravages. Il sortait tous les soirs, enchaînait les conquêtes. Il avait un succès fou auprès des hommes. Il était très courtisé. C'est en 1988 que le coiffeur Mark Ritchie rencontre Dean Faiello dans un spa de Christopher Street. Ça s'appelait The Beach. Dean était là pour faire des travaux. Quand je l'ai vu, j'ai fait « Waouh, c'est qui ce mec ?» Michael Hart, le patron du spa, a embauché Dean Faiello pour remettre les lieux à neuf. J'ai demandé à Michael « C'est qui ce beau gosse ?» et il m'a dit « C'est mon petit ami ». Ils fréquentaient les Hamptons, Fire Island. Ils allaient voir des spectacles à Broadway, ils dînaient au restaurant. Ils avaient une vie de rêve, tout était grandiose. Très vite, Michael convainc Dean d'abandonner les chantiers et de travailler pour lui au spa. Les gays allaient là-bas pour se faire chouchouter de la tête aux pieds. Et Dean était parfait pour le job. Michael Hart, son amant, l'a formé aux techniques d'épilation au laser. Et c'est comme ça qu'il est devenu le spécialiste de ce type d'épilation. Il s'est très vite pris au jeu. Sa voix s'est même adoucie. Je l'entends encore. Vous voulez un café? Vous avez besoin d'utiliser des commodités? Dean Faiello était aux petits soins avec ses clients. Les affaires sont florissantes. Dean achète une grande maison victorienne sur Elwood Avenue, à Newark, dans le New Jersey, et cultive l'image glamour du couple qu'il forme avec Michael Hart. Il vivait dans un quartier magnifique, entouré de maisons immenses, et il donnait des fêtes somptueuses. Le couple vit dans une bulle que le destin va malheureusement faire éclater. Michael Hart, qui a contracté le virus du sida, décède en novembre 1995. Dean, qui partageait sa vie depuis 7 ans, est effondré. Une page s'est tournée et un nouveau chapitre commence. Aussi triste soit-elle, cette disparition a donné des ailes à Dean Faiello. Il a pris ses distances avec le spa et il a décidé de monter sa propre affaire. Au printemps 1996,
il rencontre Lori Police, une dermatologue qui travaille dans une clinique UP de Soho à New York. Il était élégant, il s'exprimait bien. Il m'a montré son CV, son certificat, et comme on avait justement un cabinet libre, il a rejoint l'équipe. Il était très obligeant et poli avec tout le monde. Parfois, il venait me voir pour me dire « Écoute, mon prochain rendez-vous n'est pas avant plusieurs heures. Je peux t'aider si tu veux, à titre bénévole. Je serai ravie de me rendre utile. Je peux me charger d'accueillir tes patients. » Mais derrière les sourires de façade, Dean Faiello cache une âme tourmentée. On avait l'impression qu'il n'était jamais heureux. Il était beau, il avait un bon travail. C'était quoi le problème? Derrière ce physique ravageur, il y avait une vraie noirceur. Maria Cruz, 35 ans, analyste à Wall Street, a disparu depuis le 13 avril 2003. La police n'a qu'une seule piste. Le jour de sa disparition, elle avait rendez-vous avec un spécialiste des traitements au laser, un certain Dean Faiello. Dean était charmant, il était cultivé. Son cabinet marchait bien, il avait une belle clientèle. Il était parti pour faire une belle carrière. Dean a ouvert un salon d'épilation au laser à Soho, au sein d'une prestigieuse clinique. Il n'est installé que depuis quelques mois, lorsqu'il fait au docteur Lori Police une révélation stupéfiante. Il m'a dit, ainsi qu'à certains de mes collaborateurs, « J'ai le sida et je vais mourir. Je voudrais passer le peu de temps qu'il me reste à vivre en Floride avec ma mère. » Ça m'a surprise, car il n'avait pas l'air malade, mais pas outre mesure non plus, car ça ne se voit pas toujours. Bref, nous avons fêté son départ et je lui ai dit qu'il fallait rester optimiste. Vous pouvez donc imaginer ma surprise quand, 2-3 semaines plus tard, je suis tombée sur une publicité dans le journal annonçant que Dean Faiello, spécialiste de l'épilation au laser, venait d'ouvrir un cabinet à New York, dans l'Upper East Side. Dean est un malin. Il est vite arrivé à la conclusion qu'en fait, il n'avait pas besoin de la clinique. Il pouvait se débrouiller tout seul. Il a donc ouvert un cabinet indépendant dans les beaux quartiers qu'il a appelé Skinovations. Je me suis sentie trahie, c'est évident. Tout le monde ici a réagi comme moi. Il nous avait menti. Il nous avait dit qu'il avait le sida. Je dois avouer que il m'a bien eu. Dean Faiello assume son mensonge sans aucun complexe. On est au milieu des années 90 et l'épilation au laser est en plein boom. Tout le monde à New York en demandait. Pas seulement les gays et les jeunes, mais aussi toutes les femmes de l'Upper East Side qui aiment être irréprochables. Très vite, donc, il a développé une clientèle fortunée qui se pressait dans son cabinet immaculé, tenu par une charmante réceptionniste française. La vie lui souriait à nouveau. Les affaires marchaient bien, il a recommencé à sortir, et il est même amoureux d'un charmant jeune homme, Greg Bach. Le soir où j'ai rencontré Dean, on a parlé pendant des heures et puis je suis rentré chez moi. Le lendemain matin, il m'a fait livrer des fleurs à mon bureau. Les femmes avec qui je travaillais ont d'abord cru qu'elles étaient pour elle. Et ça a jasé quand elles ont su qu'elle m'était destinée. Greg était designer. Et à ses yeux, Dean Faiello était la 8e merveille du monde. Très vite, entre eux, ça a été l'amour fou. On est en 1998. Quand Dean Faiello propose à son amant d'emménager avec lui, il n'hésite pas une seconde. J'étais sur un nuage. Tout se passait merveilleusement bien entre nous. J'avais le sentiment de vivre un rêve éveillé.
Mais rapidement, Dean Faiello dévoile un nouveau visage, plus inquiétant. Greg a commencé à percevoir chez lui quelques failles. Le matin notamment, il dormait de plus en plus tard, ce qui n'était guère étonnant dans la mesure où il sortait tous les soirs. Et puis Greg s'est mis à le soupçonner de prendre de la drogue, Dean étant parfois complètement amorphe, puis soudain surexcité. Tout ça était bizarre. Je me suis demandé ce qui ne tournait pas rond chez lui. Et j'ai fini par me dire qu'il souffrait peut-être d'un trouble de l'identité. Deux ans après avoir trahi la confiance du docteur Lori Police, Dean Faiello s'apprête sans le savoir à enfoncer le clou. J'ai reçu une lettre d'un conseiller en assurance santé qui voulait savoir s'il était normal que je rédige à tout bout de champ des ordonnances sécurisées à son client. Et là, je vois que le client en question s'appelle Dean Faiello et que les ordonnances concernent un spray nasal hautement addictif. Inutile de dire que j'ai immédiatement appelé la compagnie d'assurance pour leur dire que je n'avais jamais rédigé ces ordonnances, que c'était des faux et qu'on avait imité ma signature. Dean Faiello s'est procuré illégalement un médicament dangereux. Il est arrêté et mis en examen pour faux et usage de faux et détention d'une substance contrôlée. Il plaide coupable et est condamné à 3 ans de prison avec sursis, avec obligation de soins. Il s'est avéré qu'il était accro à cette substance et qu'il passait son temps à en inhaler. Je n'allais pas le quitter parce qu'il avait une addiction. D'autant plus que, quand il était clean, tout se passait très bien entre nous. Encouragé par son amant, Faiello est donc parti en désintox à la campagne et 6 semaines plus tard, il est revenu à New York apparemment guéri et prêt à reprendre le boulot. Quand il est sorti de cure, il était clean, il était en forme, il était motivé. Greg a réfléchi et s'est dit « J'aime cet homme, je vais m'occuper de lui ». Et c'est ce qu'il a fait. Le problème, c'est que le chiffre d'affaires de la clinique a considérablement chuté. Dean Faiello, qui est habitué à un grand train de vie, doit trouver de l'argent, et vite. Il décide alors de proposer à ses clients de nouveaux traitements, toujours au laser. Il s'est dit, avec mes machines, je pourrais traiter les lésions cancéreuses. Au début des années 90, on n'osait pas trop se l'avouer, mais le monde du laser, c'était un peu le Far West. Il y avait un gros flou juridique dans ce domaine. Ainsi, Dean était légalement habilité à faire des épilations. Mais était-il compétent pour effacer des tatouages ou retirer des grains de beauté? Il a donc commencé à intervenir sur différents types de lésions. Et quand les gens l'appelaient pour demander « Alors, c'était quoi ? C'était un carcinome ?» Il leur disait « Non, ne vous inquiétez pas, tout va très bien. » Il n'a jamais rien fait analyser. Dean n'était pas formé pour distinguer une lésion bénigne d'une lésion maligne. Dean n'était pas formé pour prodiguer les soins qu'il prodiguait dans son cabinet. Des patients de Faiello ont commencé à aller voir des dermatologues parce qu'ils étaient inquiets. « Docteur, j'aimerais que vous regardiez ça. »« Ouh là là, c'est du sabotage qui vous a fait ça. » C'est Dean Faiello. À l'été 2002, le docteur Lori Police attire l'attention des médias sur les pratiques douteuses de son ancien collègue. La journaliste Barbara Nevins-Taylor décide alors de mener une enquête. On m'a appelé pour m'exposer la situation. Et j'ai pensé que ça ferait un très bon sujet, parce qu'un laser n'est pas une baguette magique qu'on peut agiter n'importe comment. On peut faire beaucoup de dégâts avec un laser. C'est dans la peau d'une cliente que la journaliste, équipée d'une caméra cachée, se présente fin septembre au cabinet de Dean Faiello afin de faire toute la lumière sur ces pratiques potentiellement dangereuses. C'est toujours stressant d'enquêter en caméra cachée, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Les découvertes qu'elle s'apprête à faire vont bouleverser l'enquête sur la disparition de Maria Cruz. La journaliste d'investigation Barbara Nevins-Taylor est sûre que son enquête va faire grand bruit. La carrière de Dean Faiello ne tient plus qu'à un fil.
et un véritable scandale sanitaire est sur le point d'éclater. Quand je réalise une enquête comme celle-là, je prends de vrais risques. Mais j'estime que ça en vaut la peine, car derrière, des vies sont en danger. C'est inadmissible de laisser un individu non qualifié utiliser des machines laser pour détruire des grains de beauté et des lésions. On ne peut pas laisser faire n'importe quoi. Ce genre d'intervention est du ressort d'un professionnel. Dean Faiello ne se doute pas un seul instant que c'est en fait sa cliente qui va l'ausculter. Dean Faiello n'avait pas du tout l'air d'un médecin. Il était très désinvolte, très intoxiqué et beaucoup trop relax. La caméra est cachée dans le sac d'un collègue qui l'accompagne. Je l'ai présenté comme un ami et Faiello n'a vu aucun inconvénient à ce qu'il reste pendant qu'il m'examinait. Une fois installé, je lui ai dit « J'ai ce grain de beauté depuis des années et j'ai l'impression qu'il grossit à vue d'œil. On peut l'enlever ?» J'ai demandé « Mais comment savez-vous qu'ils ne sont pas cancéreux? Vous êtes sûr que c'est sans danger ?» Et il m'a répondu « Ne vous inquiétez pas, je m'occupe de tout, c'est 3 fois rien. » Et finalement, je lui ai demandé « Vous êtes médecin ?» Et il m'a répondu « Et bingo! On l'a pris en flagrant délit de mensonge. Pour ce qui est des traitements au laser, il y avait un flou juridique qui jouait en sa faveur. Mais pour ce qui est d'être médecin, on l'est ou on ne l'est pas. Si vous affirmez être médecin alors que vous n'êtes pas diplômé, c'est illégal. Une semaine plus tard, le 4 octobre 2002, le reportage de la journaliste est diffusé à la télévision. Dean Faiello isn't talking, yet he was pretty chatty when I was undercover. I love math, physics, sciences, people think I'm nuts. Dean Faiello est inculpé quelques jours plus tard pour pratique frauduleuse de la médecine. Le mardi 8 octobre, il se rend lui-même à la police. J'étais persuadé que ce qu'il faisait à son cabinet était légal. Les seuls soupçons que j'ai pu avoir, c'est quand j'allais chercher sa voiture au parking. Systématiquement, l'employé me disait « Ah, vous voulez la voiture du docteur ?» J'ai donc posé la question à Dean « Tu dis aux gens que t'es docteur ?» Et il m'a répondu « Non, j'aimais cet homme. » J'avais confiance en lui. Je ne pouvais pas croire qu'il ait menti comme ça. J'étais consterné. Pour autant, je ne voulais pas qu'il dorme en prison. Les finances de Dean étant dans le rouge, son amant doit alors se débrouiller pour rassembler au plus vite 7 000 $ en liquide pour les avocats et la caution. Greg était persuadé qu'il pouvait aider Dean à remonter la pente. Résigné, Dean Faiello accepte l'offre qui lui est faite. Il encourt 4 ans de prison. Mais sa peine sera réduite à 6 mois s'il accepte 1. De coopérer avec le procureur général pour faire condamner d'autres praticiens frauduleux, et 2. De fermer son cabinet et de renoncer définitivement à la pratique du laser. Faiello tombe alors dans une spirale assez prévisible. Il passe ses journées à dormir et cesse de travailler. Le problème, c'est qu'il n'a pas fini de rembourser ses machines et que le bail de son cabinet court toujours. Et ce que Greg ignore, mais qui ne va pas tarder à découvrir en parcourant son courrier, c'est que les factures impayées s'accumulent de tous les côtés. Ça fait 3 mois que les traites de la maison de Newark n'ont pas été payées, ce qui signifie qu'ils ne vont pas tarder à se retrouver à la rue. Sachant qu'il encourait une peine de prison de 6 mois et qu'il devait de l'argent à tout le monde, on n'avait pas le choix. Il fallait vendre la maison le plus vite possible. Sur les recommandations de l'agent immobilier chargé de la vente, le couple se lance dans de menus travaux de rénovation. C'est sans hésiter que Mark Ritchie, qui vient d'acheter une maison dans le quartier, offre son aide à Dean, qui est toujours en liberté provisoire en attendant son jugement. Je savais qu'il traversait une passe difficile. Donc je lui ai dit « T'inquiète pas, je vais t'aider ». Il y avait quelques fissures à réparer au niveau des fondations et de la voie de garage. C'était 3 fois rien et pourtant il insistait à chaque virée au magasin pour acheter du béton, encore du béton.
La maison, qui a été entièrement réparée, trouve finalement acquéreur en avril 2003 pour un peu plus de 400 000 $. Une fois la vente conclue, Greg a calculé qu'entre le crédit, les loyers, les factures et les travaux, il avait avancé un peu plus de 85 000 $ à Dean en l'espace de quelques mois. Naïvement, il a cru qu'il allait le rembourser vu qu'il avait touché de l'argent. Mais chaque fois qu'il abordait la question avec lui, Dean changeait de sujet. Il esquivait. Il prenait vraiment Greg pour son larbin. À présent, c'est Greg qui se retrouve dans le rouge. J'avais contracté des prêts pour l'aider à sortir la tête de l'eau. Maintenant qu'il était renfloué, il semblait logique qu'il me rembourse. Mais il ne voulait rien lâcher. Greg poursuivait Dean dans toute la maison avec la liste des dépenses qu'il avait engagées pour lui. Il voulait lui faire signer une reconnaissance de dette, mais Dean ne voulait pas en entendre parler. J'avais l'impression d'être enchaîné à un bateau en train de couler. Je m'étais donné un mal de chien pour rassembler l'argent de la caution. Je lui avais sauvé la peau et il me laissait couler. J'ai compris à ce moment-là que je ne pourrais plus jamais l'aimer comme je l'avais aimé. C'était fini. Greg regagne alors son appartement de Manhattan. Et Dean, qui n'a plus nulle part où aller, emménage chez son ami et voisin, Mark Ritchie. Ça a été l'enfer dès le premier jour. Dean avait manifestement oublié qu'il n'était plus le propriétaire et il se comportait comme si c'était chez lui. Et puis des petites choses ont commencé à disparaître. Il me piquait mes vêtements sans demander et pour finir, j'ai découvert qu'il se droguait. Et là, j'ai dit « Stop, je n'en veux plus chez moi ». On était en juillet et je ne pouvais plus. Je ne pouvais plus. Faiello était une épave. Le beau jeune homme qui, il y a quelques semaines encore, dirigeait un cabinet de soins dans l'Upper East Side, vivait désormais dans un motel miteux. Il n'avait plus un seul ami et plus un sou en poche. Je crois qu'on peut difficilement tomber plus bas. Ayant enfin retrouvé la paix, Mark Ritchie se lance dans un grand ménage et s'aperçoit que Dean a oublié des affaires chez lui. Il avait oublié une valise dans mon garage. Je l'ai ouverte et dedans, il y avait un sac à main. En le voyant, je me suis dit « Mais qu'est-ce qu'il fabrique avec un sac à main ?» Bref, j'ai fait mon curieux et j'ai ouvert le sac. Dedans, il y avait un portefeuille avec 5 ou 6 cartes de crédit et un minuscule répertoire qui devait faire 5 par 5, rempli de numéros de téléphone. J'ai appelé les 2 premiers numéros, mais pas de réponse. J'ai donc composé le numéro suivant. Et là, un homme a décroché. Je lui ai demandé « Vous connaissez Maria Cruz ?» Quatre mois se sont écoulés depuis la disparition de Maria Cruz. Quand Mark Ritchie retrouve son sac à main à l'intérieur d'une valise oubliée par Dean Faiello dans le garage de sa maison. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fabrique avec un sac à main? Dedans, il y avait du maquillage, des clés et un portefeuille. Immédiatement, j'ai pensé que la propriétaire du sac serait contente de le retrouver. Décidé à restituer le sac à main, Mark Ritchie compose un numéro de téléphone qu'il a trouvé dans un répertoire. Un homme a décroché. Je lui ai demandé « Vous connaissez Maria Cruz ?» Il m'a répondu « Non ». Je l'ai donc remercié et je me suis excusé. Là-dessus, j'ai refermé le sac à main et je l'ai remis là où je l'ai trouvé en me disant « C'est bon, si Dean fait du trafic de carte bleue ou s'il deal, il ne vit plus ici et je ne veux pas le savoir. » Mark Ritchie ne signalera jamais à la police qu'il a retrouvé le sac de Maria Cruz. Le 8 octobre 2003, Dean Faiello ne se présente pas au tribunal pour son jugement. Seul son avocat est présent. L'audience a été reportée et la deuxième fois, il n'est pas venu non plus. Un mandat d'arrêt est alors délivré contre Dean Faiello.
Son ex-petit ami, Greg Bach, fulmine. Il n'a toujours pas récupéré ses 85 000 $. Et en tant que dépositaire de la caution de Faiello, il est maintenant dans le viseur de la justice. J'étais furieux. Vous ne pouvez même pas imaginer à quel point. Cette fois, il était hors de question que je le laisse s'en tirer comme ça. Greg Bach a passé des dizaines de coups de fil pour tenter de retrouver Faiello. Mais en vain, il avait disparu. Il s'était volatilisé, personne ne savait où il était. On est au début du mois d'octobre et Greg Bach ne décolère pas. Il est prêt à engager des poursuites contre son ex pour récupérer son argent. Mais on ne peut pas faire un procès à quelqu'un qui est introuvable, n'est-ce pas? C'est là que je me suis décidé à contacter Brian Ford. Brian Ford est l'enquêteur qui a été mandaté par le procureur général pour retrouver Dean Faiello. Greg était très agacé par toute cette histoire. Il voulait récupérer son argent et il en voulait à Dean de l'avoir trahi de la sorte. Brian Ford m'a fait remarquer que c'était tout de même très étrange qu'on ne prenait pas la fuite quand on encourait une peine de 6 mois de prison. Greg, qui n'y avait pas pensé, s'est dit « Mais oui, c'est vrai, mais alors pourquoi il a fait ça ?» Et là, Brian Ford l'a achevé en lui disant « Peut-être pour éviter qu'on l'interroge au sujet d'une femme qui a disparu. » L'enquêteur chargé de la disparition de Maria Cruz contacte alors Brian Ford pour faire le point sur Dean Faiello. Un confrère du NYPD m'a appelé et m'a expliqué qu'il enquêtait sur la disparition d'une certaine Maria Cruz. Il avait découvert le nom de Dean Faiello dans ses emails et il se demandait si elle avait pu être une de ses patientes. Maria Cruz, ce nom n'évoque rien à Greg Bach. Par contre, il se rappelle à présent une chose étrange qu'a fait Dean au printemps. C'est en parlant avec Brian Ford que je me suis rappelé que Dean avait coulé du béton dans le garage juste avant que la maison ne soit vendue. Et j'avais pas trop compris pourquoi, sachant que ça n'était pas sur la liste des travaux à effectuer pour la vente. Il se rajouta du travail à la dernière minute alors qu'il n'avait même pas fini de boucler ses valises. Il raconte ça à Ford et là, surprise, il lui demande « Elle a disparu quand, cette Maria Cruz ?»« En avril. »« En avril ? C'est le mois où il a fait les travaux. » Brian Ford informe aussitôt son confrère du NYPD des mystérieux travaux effectués par Faiello. On est en février 2004. TJ Moroni, dont l'enquête piétine depuis des mois, décide alors d'aller jeter un œil à la fameuse maison située sur Elwood Avenue à Newark, dans le New Jersey. Les nouveaux propriétaires nous ont autorisés à pénétrer dans la maison. On a inspecté le garage et on a constaté que la dalle était effectivement assez récente. Elle avait 1 an tout au plus. Il s'est avéré que Dean Faiello avait coulé une dalle avec du béton à prise rapide, sans aucune raison apparente. C'était très suspect. Et on avait hâte d'obtenir les autorisations nécessaires pour pouvoir détruire la dalle. Une semaine plus tard, c'est en compagnie d'une unité de police du comté d'Essex et d'une équipe de secouristes que les enquêteurs TJ Moroni et Brian Ford retournent à la maison d'Elwood Avenue. On s'est réunis dans le garage et on a commencé à détruire la dalle au marteau-piqueur, puis au burin. Et puis d'un coup, la dalle a cédé et là, on a tous senti cette odeur. Il y avait des sacs plastiques enfouis. On les a sortis un par un. Puis on a commencé à les ouvrir, et dans l'un d'eux, on a trouvé une valise. On l'a ouverte et dedans, il y avait un corps. Good evening. The victim was buried in concrete. Cruz had been missing since April 13th. Her body was discovered stuffed into a suitcase and buried in concrete under Faiello's former home in Newark. Un médecin légiste est dépêché sur place. Quelques heures plus tard, grâce à un numéro de série gravé sur une prothèse mammaire, il confirme qu'il s'agit bel et bien de Maria Cruz. On savait depuis le début que c'était elle. Et quelque part, on était soulagés pour ses proches, qui allaient enfin pouvoir faire leur deuil.
Et là, tout s'éclaire. Faiello n'a pas fui parce qu'il est inculpé pour pratique frauduleuse de la médecine, mais parce qu'il a assassiné une femme. L'enquête a alors viré à la traque. Il fallait retrouver Dean Faiello. Il fallait capturer Dean Faiello. Et il fallait écrouer Dean Faiello. Dix mois après la disparition de Maria Cruz, c'est une anecdote rapportée par l'ex-petite amie de Dean Faiello qui a finalement permis de retrouver le corps de la jeune femme. C'était horrible. C'était atroce, parce que je m'étais refusé à imaginer le pire. Et finalement, le pire était arrivé. Grâce au rapport d'autopsie, la police, qui n'avait jusqu'alors guère d'indices, est maintenant en mesure d'expliquer dans quelles circonstances Maria Cruz a trouvé la mort. En ce dimanche des Rameaux, la jeune femme a rendez-vous avec Dean Faiello pour un problème de candidose, également connu sous le nom de langue noire. En secret, Faiello avait réussi à convaincre un ami de lui prêter son appartement en dehors des heures de bureau pour y recevoir quelques clients. Faiello a enfreint sans scrupule la promesse qu'il avait faite au procureur général de ne plus toucher à une machine laser de sa vie. Je pense qu'il avait besoin de liquidités, sûrement pour s'acheter de la drogue. À 15h, le jour fatidique, Maria Cruz se présente au bureau de Dean Faiello avec $400 en liquide. Il lui promet que son problème à la langue peut être facilement résolu grâce au laser. C'est typiquement le genre de dérive que je redoutais. On ne traite pas une langue noire au laser. C'est une infection passagère. Voilà pourquoi il faut laisser la médecine aux médecins. Avant l'intervention, Faiello a vraisemblablement injecté une dose de lidocaïne, un anesthésique local, dans la langue de Maria Cruz. Soit la dose était trop forte, soit elle était allergique. Quoi qu'il en soit, la jeune femme a fait un choc anaphylactique. Il l'a regardée mourir devant lui. Il aurait largement eu le temps de la conduire aux urgences de l'hôpital Saint-Vincent, qui se trouvait à seulement 2 pâtés de maison. Il n'aurait jamais dû lui injecter de la lidocaïne. Il n'a pas été formé pour ça. Mais le pire, c'est qu'il n'est pas appelé les secours quand il a vu qu'elle était en train de mourir. C'est révoltant. Faiello aurait pu sauver la vie de cette femme. Il a choisi de ne pas le faire. Il a choisi d'emporter son corps, de l'entasser dans une valise, de l'emmener chez lui dans le New Jersey, de creuser un trou et de couler du béton par-dessus. Il n'a fait que des choix horribles. On connaît maintenant toute l'histoire, sauf qu'il reste introuvable. Dean Faiello sera finalement trahi par son passeport, qui révèle qu'il s'est enfui au Costa Rica. Au moment où la famille de Maria Cruz apprend qu'elle a été enterrée sous une dalle de béton dans un garage, l'homme qui l'a tuée est vraisemblablement en train de siroter des cocktails sur une plage du Costa Rica en toute insouciance. Le 26 février, soit une semaine après la découverte du corps de Maria Cruz, Dean Faiello est débusqué dans un hôtel de luxe de la côte ouest du Costa Rica. Il est arrêté et aussitôt mis en examen pour homicide involontaire. Après avoir lutté pendant 8 mois contre son extradition, il est finalement rapatrié aux États-Unis, à New York, le 23 mars 2005. Former fugitive Dean Faiello was arraigned today in Manhattan Criminal Court. He's charged with second-degree murder in the death of a woman who authorities say went to him as a patient. Dean Faiello n'aurait jamais dû être libéré sous caution. On a tout fait pour l'empêcher de continuer à mettre des gens en danger. On pensait avoir réussi. Malheureusement, non.
Le procès de Dean Faiello s'ouvre en octobre 2006. Accusé d'homicide involontaire, il plaide coupable et est condamné à 20 ans de prison. Il y a de nombreuses leçons à tirer de cette histoire. La principale étant, je pense, de toujours vérifier à qui on a affaire avant de subir une intervention médicale, aussi mineure soit-elle. Dean Faiello a fait croire à tout le monde qu'il était qualifié, ce qui était faux. Il s'est carrément fait passer pour un médecin, ce qui était encore plus faux. Dean Faiello est sans aucun doute le plus gros pervers narcissique sur lequel il m'ait jamais été donné d'écrire. Il était tellement obnubilé par sa propre personne qu'il se fichait éperdument des conséquences de ses mensonges sur les autres. C'était une vraie pathologie chez lui.